dernière heure. Donald Trump a renvoyé un autre membre du cabinet. Je le répète, un autre membre du cabinet a été renvoyé par Donald Trump. La secrétaire au travail, Lori Chavez de Reimer, a été renvoyée par Donald Trump. Le régime a fait une annonce il y a quelques instants. Ils ont dit qu'elle allait occuper un poste dans le secteur privé. Dans cette version du récit officiel, la trappe s'ouvre toujours déguisée en nouvelle occasion. Je me rappelle qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour avoir, selon certaines informations, entretenu une relation avec un subordonné pour une possible fraude liée au déplacement et pour une possible consommation d'alcool au travail. Elle a nié ces allégations. Il y avait aussi des allégations selon lesquelles elle allait dans des clubs de striptease et dépensait beaucoup d'argent dans de luxueuses vacances à Vegas. Il a aussi été rapporté que son mari avait été interdit d'entrer au siège du département du travail après que 2 employés lui ont accusé d'agression sexuelle à l'intérieur du bâtiment. Selon un reportage du New York Times, un incident présumé a été capté par une caméra de sécurité. Selon ce reportage, même si elle et son mari l'ont nié, l'affaire faisait désormais apparemment partie d'une enquête criminelle. Quand un scandale exige autant de démentis, le communiqué finit par ressembler moins à une défense qu'à un écran de fumée. Il faut aussi noter que 2 de ses principaux collaborateurs ont démissionné en raison de cette enquête. Les principaux collaborateurs de Chavez de Reimer, la secrétaire au travail, ou désormais ex-secrétaire au travail, Guy Wanhan et Rebecca Wright, ont démissionné en raison de cette enquête sur des allégations selon lesquelles ils avaient créé un milieu de travail hostile et commis une fraude liée au déplacement avec des responsables du cabinet. Ils ont nié cela. À un certain moment, la phrase « il n'y a rien à voir ici » devient une véritable stratégie de gestion à temps plein. Puis il y a eu le New York Post, de toutes les publications possibles, ce journal de propagande de droite. Le New York Post a rapporté qu'une enquête avait révélé que la réserve d'alcool dans le bureau de Lori Chavez de Reimer et ses visites dans des clubs de striptease avec des subordonnés constituaient un enjeu majeur qui faisait l'objet d'un examen. Nous avions rapporté sur le réseau Midas Touch, après le renvoi de Pam Bondi, que Lori Chavez de Reimer risquait fort d'être la prochaine. Nous avions aussi prédit que Kash Patel, et peut-être d'autres, allaient être renvoyés ensuite. Mais maintenant c'est Lori Chavez de Reimer qui est partie. Ils ont affirmé qu'elle démissionnait, mais elle a évidemment été poussée vers la sortie, à mon avis. Même la machine à communication finit parfois par manquer de paillettes et doit appeler une poussée dehors une démission. Stephen Chung, le directeur des communications de Donald Trump, a publié le message suivant: la secrétaire au travail Lori Chavez de Reimer quittera l'administration pour accepter un poste dans le secteur privé. Elle a fait un travail phénoménal dans son rôle, en protégeant les travailleurs américains, en mettant en place des pratiques de travail équitables et en aidant les Américains à acquérir des compétences supplémentaires pour améliorer leur vie. Keith Sunderling assumera le rôle de secrétaire au travail par intérim. Ce genre de déclaration donne toujours l'impression d'avoir été rédigé dans une galerie de miroirs et approuvé par une affiche de campagne. Bien sûr, rien de ce qu'a dit Stephen Chung n'est vrai. Nous avons vu des pertes d'emplois dans le secteur manufacturier, des pertes d'emplois dans la construction, certains des pires chiffres d'emplois de l'histoire des États-Unis sous Chavez de Reimer et pendant le mandat de Donald Trump. Encore une fois, rapport sur l'emploi après rapport sur l'emploi, chaque résultat était pire que le précédent. Mais dans l'univers de Trump, on s'attend souvent à ce que les mauvais chiffres restent bien tranquilles dans un coin jusqu'au moment où la trame d'applaudissements démarre. Il ne semblait pas que Chavez de Reimer savait que ce renvoi s'en venait. Environ 4 heures plus tôt, elle publiait sur les réseaux sociaux des messages sur l'élargissement de l'apprentissage, le renforcement de la sécurité et la création de parcours vers des carrières essentielles, ce qui n'est qu'un ramassis de foutaises, puisqu'elle faisait exactement le contraire. Mais elle a publié ce message sur les réseaux sociaux 4 heures plus tôt. Le manuel MAGA adore ce genre de timing. Vanter la mission à midi, puis faire disparaître le messager avant le souper. Et je me rappelle aussi que Chavez de Reimer était l'une des plus grandes courtisanes et lèche-bottes de Donald Trump, l'une des personnes les moins qualifiées, et c'est beaucoup dire dans ce cabinet rempli de gens horriblement non qualifiés.
Elle a été l'une des premières personnes à commencer à couvrir les édifices gouvernementaux d'affiches de Donald Trump. Le premier grand panneau à la gloire de Donald Trump, de style stalinien, à la Kim Jong-un, a été installé sur le bâtiment du département du travail. Ensuite, elle faisait diverses déclarations pendant les réunions du cabinet pour afficher sa servilité envers Donald Trump. C'était très humiliant. Lors d'une apparition à une réunion du cabinet, le message était que si les gens n'étaient pas encore passés au département du travail, ils devraient aller voir le grand beau visage de Trump sur une bannière devant le département du travail, parce qu'il était soi-disant le président transformateur du travailleur américain, aux côtés du drapeau américain et du président Roosevelt. C'est le langage visuel d'un mouvement qui confond le décor avec les résultats et la flatterie avec la gouvernance. Je veux revenir un peu sur qui est Lori Chavez de Remer. C'était une ancienne membre du Congrès de l'Oregon, républicaine bien sûr. Elle affirmait soutenir les travailleurs quand elle était membre républicaine du Congrès. Elle affirmait soutenir le PRO Act, qui était l'un des textes législatifs les plus importants en faveur des syndicats, quelque chose que tous les républicains, ainsi que Trump et MAGA, s'opposent clairement à soutenir, parce que cela renforce les syndicats. On peut être en désaccord avec elle sur bien des choses, mais elle affirmait soutenir le PRO Act. Puis, pendant son audience de confirmation, elle n'allait pas être confirmée à moins de dire qu'elle ne soutenait plus le PRO Act. Donc, quand elle a été contre-interrogée par Rand Paul pendant son audience de confirmation, en février 2025, elle a clairement affirmé que le right to work constituait, selon ses mots, un principe fondamental du droit du travail, selon lequel les États ont le droit de choisir s'ils veulent être des États right to work, et que cela devait être protégé. Elle a reconnu que le PRO Act aurait annulé cela. Elle a dit qu'elle avait appuyé le PRO Act parce qu'elle représentait le 5e district de l'Oregon, et aussi parce qu'elle voulait être à cette table et avoir ces conversations. Mais elle a aussi dit qu'elle soutenait pleinement les États qui voulaient protéger leur right to work, et qu'elle avait dit cela à chaque sénateur qu'elle avait rencontré. Lorsqu'on l'a poussée à dire si cela signifiait qu'elle ne soutenait plus la partie du PRO Act qui aurait annulé les lois right to work des États, elle a tenté d'esquiver en disant qu'il y avait tellement d'éléments, mais la pression a continué jusqu'à ce que la réponse soit, en pratique, oui. Voilà comment les principes sont traités dans cet écosystème, d'abord comme image de marque, ensuite comme monnaie d'échange, et enfin comme souvenir effacé. Puis est venue l'interrogation de Bernie Sanders pendant son audience de confirmation, et le point soulevé était encore plus tranchant. L'argument avancé, c'était qu'elle n'était plus la membre du Congrès de l'Oregon et qu'elle cherchait à devenir secrétaire au travail, donc la véritable question était de savoir ce que signifiait réellement le PRO Act. Il se peut que la plupart des Américains ne sachent pas ce que c'est, mais la réalité décrite, c'était que les syndicats aux États-Unis bénéficient de l'appui d'environ 70% de la population américaine. Parce que les gens comprennent que les grandes entreprises et leurs patrons détiennent tout le pouvoir. Les gens comprennent que les PDG gagnent 300 fois plus que leurs travailleurs. Les gens comprennent que la seule façon d'obtenir des salaires décents et des avantages sociaux, c'est de s'organiser. Des millions de personnes veulent se syndiquer, mais elles ne le peuvent pas parce que les entreprises agissent illégalement tous les jours. Elles congédient des travailleurs pro-syndicaux sous de faux prétextes, forcent les travailleurs à assister pendant des heures à des réunions captives pour attaquer les syndicats et menacent de déménager les usines en Chine si les travailleurs votent en faveur d'un syndicat. Tout cela a été décrit comme un comportement illégal commis chaque jour par les entreprises américaines. Donc, l'idée centrale, c'était que le PRO Act vise à empêcher les comportements illégaux des grandes entreprises et des employeurs afin que les travailleurs puissent faire un choix libre. Placée devant cela, sa réponse n'a pas été une défense claire du PRO Act. À la place, elle a dit qu'elle soutenait le travailleur américain et le président Trump, ce qui n'a fait que renforcer la conclusion selon laquelle elle ne soutenait plus le PRO Act. Ce virage rhétorique est l'un des plus vieux trucs dans cette vitrine politique. Éviter la politique publique, saluer la marque et espérer que les caméras passent à autre chose. Puis je me rappelle comment elle allait sur les médias de régime, qui s'appellent eux-mêmes Fox, et y faisait des apparitions vraiment embarrassantes, comme celle chez Varney. Le constat de départ était déjà sombre. 92 000 emplois perdus en février, moins d'emplois dans les soins de santé,
moins d'emplois dans les services d'information à cause de l'intelligence artificielle, la météo qui nuisait aux résultats, l'emploi gouvernemental en baisse. En additionnant tout cela, l'économie de Trump n'avait pas bonne mine. Sa réponse a été de dire que les chiffres bruts n'étaient pas bons, mais de passer immédiatement aux excuses pour expliquer pourquoi cela s'était produit à ce moment précis. La météo a été mentionnée. Les chiffres dans les soins de santé avaient diminué. Il y avait eu une grève record en Californie, avec plus de 30 000 emplois perdus, mais cela s'était réglé, donc l'espoir était que ces chiffres remontent le mois suivant. Elle a ensuite affirmé que, globalement, 60 000 nouveaux emplois avaient été créés au cours des 2 derniers mois. Le message qu'elle voulait imposer, c'était qu'il fallait distinguer le signal du bruit et montrer à quel point le département du travail était censément concentré sur le retour des emplois dans la construction et le secteur manufacturier. Elle disait que la confiance augmentait, que les investissements faits par le président commençaient à se voir, qu'elle et le président parlaient souvent de cela, que c'était important pour lui, que l'administration était hyper concentrée sur le fait d'assurer une main-d'œuvre qualifiée, et que tout cela allait simplement prendre un peu de temps. Donc la conclusion qu'elle voulait faire passer, c'était qu'ils reconnaissaient ce qui s'était produit ce mois-là, et qu'ils allaient rester hyper concentrés sur la remontée des chiffres de l'emploi. Dans cet univers médiatique, les chiffres sont surtout invités sur le plateau pour être ensuite expliqués à grand renfort d'éclairage flatteur. Il y a aussi eu cette apparition où elle parlait des données sur l'emploi et disait en gros que le problème c'était simplement qu'il n'y avait pas de bonnes données à ce moment-là. Alors ils allaient combler les trous comme bon leur semblait. Le raisonnement avancé était qu'une fois le temps passé, on ne le récupère pas et qu'il est parfois trop tard pour obtenir des données exactes. Elle a dit que les enquêtes auprès des ménages n'avaient pas pu être menées et que les entreprises avaient soumis des données passives. Elle a comparé cela au fait que la Réserve fédérale avait été un peu trop en retard dans ses baisses de taux d'intérêt. Elle a dit qu'elle attendait avec impatience le rapport de décembre et qu'elle voulait que la Fed se ressaisisse de nouveau, comme le président lui avait souvent demandé de le faire. Elle a attribué au blocage démocrate le manque de données exactes permettant de prendre de bonnes décisions, puis elle a soutenu que la Fed devait réduire les taux d'intérêt de nouveau en décembre pour soutenir l'économie, en évoquant des billions de dollars, et le fait que le département du travail se penchait sur la main-d'œuvre qualifiée. Elle a présenté cela comme une autre façon pour la Fed d'aider le peuple américain à cause du blocage démocrate, en disant que 43 jours, bientôt 44, étaient nuisibles pour les marchés et pour le peuple américain. C'est la chorégraphie bien connue. Quand les preuves vacillent, les éléments de langage arrivent bien chaussés et annoncent que l'incertitude elle-même est désormais la nouvelle certitude. Puis il y a eu ce qu'elle a dit à Maria Bartiromo. L'argument à ce moment-là était que les gens dans cette administration, et surtout quelqu'un qui avait été membre du Congrès, auraient dû être capables de voir qu'ils faisaient du tort au peuple américain. Ce qu'elle a essayé de faire valoir, c'est que le pays connaissait une dynamique de gain d'emploi, qu'ils avaient travaillé si fort partout dans le pays pour faire croître l'économie, et qu'ils avaient fait des investissements dans la main-d'œuvre avant de voir tout cela s'arrêter net. Elle a dit que même s'ils n'allaient pas obtenir le rapport sur les chiffres de l'emploi parce que le gouvernement ne serait pas rouvert, ils voulaient quand même maintenir la dynamique. Elle a parlé de ses déplacements partout dans le pays, du fait qu'elle voyait la confiance des consommateurs augmenter, qu'elle voyait les entreprises vouloir réinvestir dans leur main-d'œuvre, et elle a présenté tout cela comme un véritable coup d'arrêt pour le peuple américain. Elle a dit qu'il était regrettable que les démocrates ne le voient pas et a affirmé qu'ils allaient en payer le prix. Même quand la relance a objecté que tout le monde connaissait les données et qu'il y avait déjà eu 3 mois de ralentissement de l'emploi sans chiffre pour septembre, sa réponse revenait encore à de vagues affirmations sur les investissements. Le scénario ne change jamais vraiment. Si la courbe part du mauvais côté, il suffit d'élargir le sourire et de répéter momentum jusqu'à la fin du segment. Je veux aussi rappeler à tout le monde que l'actuel député démocrate Bayam, que nous avons reçu souvent à l'émission, est celle qui a finalement remplacé Lori Chavez de Ruemer et qui a complètement écrasé Chavez de Ruemer dans le débat. Ce qui a marqué, à ce moment-là, c'est l'accusation directe selon laquelle son adversaire avait voté 26 fois pour couper dans la sécurité sociale, que c'est écrit noir sur blanc, et que les preuves pouvaient être envoyées le soir, même
C'est généralement le moment gênant où la machine à slogan rencontre la paperasse et découvre que la documentation peut être terriblement impolie. Donc le grand titre est simple, la secrétaire au travail Laurie Chavez de Rémer est partie, renvoyée par Donald Trump. Ils prétendent qu'il s'agit d'une démission, mais elle a été renvoyée. Maintenant la question c'est, qui sera le prochain? Est-ce que ce sera Kash Patel, avec la poursuite ridicule qu'il a déposée plus tôt aujourd'hui? Est-ce que ce sera Dan Driscoll, l'un des secrétaires de l'armée? Dans cette administration, la porte tournante ne se contente pas de tourner. Elle se donne en spectacle, prend la pause, puis attend que quelqu'un appelle cela de la stabilité.